Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Ça y est, c'est officiel, Disney Lorcana a banni 2 cartes du jeu compétitif. Oh, vous voyez pas la petite phrase en haut? Elle est juste là. C'est la première fois que Lorcana banne des cartes et évidemment vidéo débrief. Vidéo débrief dans laquelle je vous parle des 2 cartes bannies, je vous parle de l'article et je vous parle un petit peu statistiques et futur du metagame. Et là évidemment ce sera des prévisions, des suppositions basées sur les discussions que j'ai vues passer, discussions que j'ai eues et mon propre avis. Voilà. Et ainsi que sur les potentielles cartes qu'on aurait pu ban à la place. Bref, avant de commencer cette délicieuse vidéo sur les bans, les premiers bans de Lorcana, on met le pouce bleu dans l'anticipation de confiance, on s'abonne et on met un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette vidéo et de ces bans, ça fait toujours plaisir, tous les commentaires sont lus évidemment. Si vous faites ainsi, vous rentrez dans un tirage au sort potentiel pour gagner 80 € d'achat à valoir, de bons d'achat, pardon, à valoir sur labelcard.fr. C'est notre site de vente avec Valet Baptiste, et voilà, ça fait plaisir de pouvoir s'auto-sponsoriser. Donc si vous souhaitez participer au tirage au sort, je vous le dis, commentaire, pouce bleu, abonnement, très simple. Si vous êtes tiré au sort, vous êtes contacté via YouTube directement, puis on vous le dit, on vous annonce vos noms dans les podcasts. Si vous regardez pas les podcasts, vous inquiétez pas, vous avez l'info via YouTube. Code ValetPL 2025 pour avoir 5% de réduction lors de votre premier achat sur Labelcard justement, produit Lorcana ou autre, ce que vous voulez. Si vous voulez vous mettre un autre TCG, c'est le moment. Foncez sur la boutique. Merci à GameGenic de nous soutenir sur l'année 2025 pour sliver nos petites cartes, pour aussi désliver certaines cartes comme les cartes qui sont bannies, et pour ranger tout ça dans de formidables deckbox. Je vous invite à utiliser leurs produits qui sont vraiment délicieusement délicieux et à la pointe de l'ingénierie. Donc, ces premiers bans, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de Flavorsham et Fortisphere, 2 cartes sans trop de surprise, on va dire, mais c'est pas pour ça qu'on va estimer que c'est forcément un bon ban. Je parlerai de ça plus tard. D'abord, on parle de ce qui a été ban. Flavorsham, donc la 1-6 pour 4, qui est en crabe, qui est l'or pour 1, et lorsqu'on joue ce personnage ou lorsqu'on l'envoie à l'aventure, on peut bannir l'un de nos objets pour piocher 2 cartes. Et la Fortisphere, qui est similaire à la glace à l'eau, pour 1. Elle est ancrable, quand on la joue on pioche une carte et on peut payer 1 et la bannir pour donner bodyguard à un de nos personnages qu'au début de notre prochain tour. Ça on s'en fiche, c'était surtout un objet pour 1 ancrable qui fait piocher une carte, c'est pour ça que c'était bien. Lorcana annonce donc à partir du 8 avril les premières cartes bannies de son jeu. Techniquement Flavorsham est la première carte bannie puisque sur l'article elle est à gauche et il commence par parler de Flavorsham. Mais bon, il y a eu les 2 cartes qui ont été bannies en même temps, c'est du détail. Il précise que depuis août 2023, c'est la première fois que c'est ban. C'est un petit peu pour dire, vous avez vu, on n'a pas eu besoin de ban jusque-là. Je pense qu'on aurait pu ban plus tôt, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est déjà bien de faire ça. Déjà, chapeau d'avoir ban avant les 7 championships et de ne pas avoir laissé le format encore et encore intact, ce qui aurait été assez frustrant pour beaucoup de joueurs. Pour une grosse majorité des joueurs, je pense que très peu de gens étaient contents du statu quo et de l'état du format. Donc c'est bien qu'ils aient pris des décisions quand même très rapidement, parce que c'est environ 1 mois après la sortie de leur extension l'île d'Arcasia chapitre 7. Déjà ça c'est pas mal. Ensuite il y a une petite explication, et il y a une lettre, une espèce de lettre adressée à la communauté de Steve Warner, co-lead designer de Lorcana. Aucune carte n'est jamais conçue dans l'intention de ne pas être jouable en compétition, nous dit Helen Chase, directeur marketing chez Ravensburger, mais dans l'optique de maintenir un metagame sain et stimulant, sans avoir l'impression de faire face aux mêmes stratégies en boucle. L'équipe de développement du jeu a pris la décision difficile pour le bien du jeu. Nous savons que les bannissements doivent rester une exception et nous y aurons recours que lorsque ce sera nécessaire pour garder le jeu compétitif sain et plaisant. Forcément, c'est la première fois qu'ils le font, donc ils doivent un petit peu communiquer sur leur politique vis-à-vis des bans, même si en bientôt 2 ans ils l'avaient jamais fait. Forcément, c'est qu'ils n'ont pas envie de le faire régulièrement. Ils disent qu'elles sont bannes que pour le jeu compétitif, donc le jeu construit classique, mais qu'on peut les jouer à la maison. Évidemment, on fait ce qu'on veut, même si c'est un peu moins pertinent, un peu moins intéressant de s'en servir, puisqu'il y a quand même un seul format à Lorcana qui est le format construit. Hormis le format limité, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite, Steve Warner ? Il nous explique un petit peu la raison de ces bans. Pourquoi du coup Flavorsham et Sphère d'Endurance ? Parce que c'était des cartes évidemment très présentes. Notre objectif principal avec Lorcana est de créer une expérience amusante et agréable pour tous les joueurs. Après une observation poussée et les retours de la communauté, il apparaît clairement que Flavorsham et Sphère d'Endurance mènent à des scénarios de jeu qui vont à l'encontre de notre objectif. Plus précisément, l'impossibilité pour les joueurs adverses d'interagir avec Flavorsham, parce que quand on le joue, on fait son effet tout de suite. Même si on peut le gérer avec une bagarre par exemple après, il a déjà pioché 2 cartes, c'est un peu trop tard. Et c'est pas ce qu'ils souhaitent du coup dans Lorcana. Les objets comme Sphère d'Endurance, que la capacité de Flavorsham bannissait avant même que l'adversaire puisse faire quoi que ce soit, donnaient un avantage considérable qui était pratiquement imparable.
Du coup, il cite Sphère d'Endurance, comme donc la Fortisphère, comme étant un souci avec Flavorsham, donc ça cible plutôt les decks bleu-gris. Déjà, rien que dans cet article-là. La Sphère d'Endurance a été bannie car nous estimons qu'elle mettait trop l'accent sur l'utilisation des objets en acier, ce qui ne correspondait pas avec la force principale de chaque encre. En même temps, on peut mélanger 2 encres à l'Orcana, donc c'est normal qu'on puisse utiliser une stratégie avec une autre couleur. Au lieu de favoriser une profondeur stratégique, jouer ces 2 cartes ensemble menait souvent à des résultats prévisibles et unilatéraux. Du coup, il parle de ces 2 cartes ensemble, sauf que du coup, si t'en bannes qu'une des deux, l'autre est moins forte. Donc c'est un petit peu étrange dans l'annonce, mais bref. Nous avons également discuté et considéré le fait de bannir la glace à l'eau, la carte glace à l'eau. Nous pensons que la glace à l'eau sans Flavorsham continue d'apporter de la valeur à certains decks basés sur une stratégie objet. Ceci reste en phase avec ce que le saphir est censé faire, c'est pourquoi nous avons préféré bannir la carte la sphère d'endurance et laisser la glace à l'eau jouable. Du coup, on enlève ça au gris, mais on laisse le bleu faire mémuse avec les objets, mais qu'on a enlevé quand même Flavorsham pour faire mémuse avec les objets. Ça se tient pour le coup. Bien que nous apprécions les stratégies créatives et que les joueurs ont développé avec ces cartes, la présence de Flavorsham et Sphère d'Endurance a finalement nuit au plaisir à l'équipe du jeu que nous nous efforçons de maintenir. Nous pensons qu'un jeu sain et dynamique requiert une diversité dans les possibilités de stratégies viables et compétitivement. Nous comprenons que le fait de bannir des cartes puisse perturber les decks et stratégies déjà existantes et nous engageons à soutenir les joueurs durant cette transition et continuons de suivre de très près l'équipe du jeu. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire pour le coup, soutenir les gens dans cette transition. Mais soit, nous encourageons les joueurs à explorer de nouvelles options dans la construction de leur deck et à découvrir les nombreuses possibilités qui s'offrent à eux. Voilà. Ça dit pas grand chose, hein. Ça dit pas grand chose cet article. Là, il pourrait prendre un peu de du exemple sur des jeux comme Altered ou Flesh and Blood qui sont des masterclass en termes de communication sur les banlists et Magic qui n'est pas en reste aussi, même si des fois ça ressemble un peu à ça. Au global, c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'explications et ils communiquent même quand ils bannent pas Magic. Donc ça fait plaisir. Quels étaient les decks du coup qui posaient problème pour ceux qui n'étaient pas au courant? C'était le deck Blue Steel. Alors il y a plein de versions différentes. J'en ai pris une qui a perfait relativement récemment aux Illumineurs par Duke, qui a fait top 8. Donc on jouait plein d'objets pour faire de la. Enfin, il y a des versions qui jouent plein d'objets pour faire de la value. Il y a des versions qui jouaient juste autour de la mécanique objet sans forcément jouer plein, comme c'est le cas ici. 4 Fortisphère, 4 Pop Cycle, pardon. On va essayer de jouer Scrooge McDuck gratuitement avec 4 objets. On va les sacrifier avec Flavorsham pour faire de la value. On va les sacrifier en début de partie pour avoir Belle qui chante Let the Storm Region et Strength of Raging Fire. On va ramener les objets qu'on a sacrifiés avec Tamatoa et on fait des bêtises. Voilà. En grosso modo, c'est ça le but du deck. Il y avait des versions avec plus d'objets, des versions plus locker aggro. Bah ça c'est déjà un peu locker, mais voilà, il y a plein de versions différentes. Peu importe, vous avez en gros le cœur du deck, c'était Belle, Scrooge, Tamatoa, Fortisphère, Popcycle, Flavorsham. Donc là, ce deck-là, il s'est fait ban. Oh, désolé, il y a beaucoup de pubs, attendez, je vais vous cacher ça. Bougez pas du tout, j'ai un petit truc fait exprès normalement, qui est juste là. Voilà, c'est quand même mieux, hein, petit château l'Arcana. Donc ce deck-là, il a pris un énorme tir donc avec Flavorsham ainsi que Fortisphère. Il se fait ban 2 cartes du deck qui marchaient très bien ensemble, donc ça fout vraiment un énorme coup. Et l'autre deck qui était très présent, c'est ce deck-là. Pareil, il y avait plusieurs versions, mais grosso modo, ça tournait autour de ça. Je prends la version de FTL Vorage, Charcusco, pareil, qui a fini premier, pour le coup du tournoi Illuminaire. Donc on revoit le Flavorsham et la Pop Cycle dont il parlait dans l'article. Ça, vous connaissez, c'est du bleu-rouge. Ça avait gagné le nouveau Tamatoa. Ça avait gagné Cusco pour améliorer certains match-ups, puisque le metagame était très centré autour de bleu-rouge et de bleu-gris. Donc, les decklists se modifient en fonction, évidemment. Et c'était très fort. Un bleu-rouge, de toute façon, depuis le chapitre 2, ça existe. Depuis le chapitre 3, voire 4, c'est très puissant. Surtout le chapitre 4, avec l'arrivée de la Grande Sissou, notamment. Donc ça n'a pas bougé, c'est toujours très fort depuis. Et là, c'était au pinacle. On parle souvent de tiers pour les decks, donc tiers 1, tiers 2, tiers 3, etc. Là, c'était tiers 0. Bleu-rouge, c'était tiers 0. Bleu-gris, je considère que c'était plutôt tiers 0.5 pour moi. C'était un excellent deck, mais c'était plutôt le prédateur aux autres decks que bleu-rouge, qui permettait à bleu-rouge d'être vraiment le roi suprême et de se régaler. Après, du coup, ces 2 bans, il va y avoir du chamboulement dans la méta. Je vous en parle après, je vous fais un petit topo de ce que c'était la méta avant ces bans-là. C'est la vidéo que je voulais vous faire à la base, en disant qu'il fallait que Ravensburger se bouge et fasse quelque chose.
d'ici à ce que je tourne la vidéo, ils se sont bougés, ils ont fait quelque chose, donc tant mieux. J'ai pris les 8 derniers gros tournois, donc plus de 100 joueurs, où j'avais toutes les informations du top 8. Tous les tournois, il n'y avait pas toutes les decks du top 8, je les ai pas pris parce que information incomplète. Et j'ai compilé ça. Il y avait donc 64 decks, donc 8 decks par tournoi sur 8 tournois, 8 x 8, 64. Sur les 64 decks du top 8, sur les derniers tournois, il y a eu 28 bleus-rouges. Pas loin de la moitié c'est 32. 18 bleu-gris. Donc ça veut dire qu'à ces deux decks-là, avec ces deux decks-là, donc les stratégies objets bleu-gris ou bleu-rouge, on a un total de 46 decks, et donc qui sont tous les deux bleus. 46 decks sur 64, c'est énorme. Mais surtout, je vais vous mettre d'autres choses en perspective, c'est qu'il y avait 18 autres decks mélangés, j'ai pas fait les comptes, c'est juste 18 autres stratégies. Donc ça veut dire qu'il y avait autant de bleu-gris que de tous les autres archétypes qui ne sont pas bleu-gris ou bleu-rouge. Sachant qu'il y a 15 archétypes différents potentiels alors qu'il y en a, donc ça fait quand même chier. Et bleu-rouge, du coup, qui avait 10 copies de plus que n'importe quelle association cumulée. Voilà. Donc 46 sur 64, voilà. On voit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a un problème. Sur les petits tournois, j'ai pas pris les stats parce que c'est moins pertinemment. Il y a des fois des tournois boutiques à 12 joueurs par exemple où les gens avaient plus envie de jouer objet et du coup ils se disaient entre eux de bah, venez, on joue pas objet, on joue autre chose pour un peu s'amuser. Donc c'est moins pertinent parce que du coup bah, les decks objets perfait moins peut-être dans les petits tournois. Je vous montre le plus criant. Le tournoi Illumineur du coup qui a eu lieu le week-end dernier quand vous regardez cette vidéo. Enfin si vous la regardez à temps. Bleu rouge, bleu rouge, bleu rouge, bleu rouge, bleu rouge, bleu rouge, bleu gris, bleu gris, bleu gris, bleu rouge, bleu gris, bleu rouge, bleu rouge. Un bleu violet. Bien joué à Siley pour sa performance, qui devait se dire à la table qu'est-ce que je fous là, comment j'ai réussi à me hisser là. Évidemment, certainement très bon niveau de joueur, très bon deck build, mais on peut le voir pour le reste du top 16. C'était compliqué si vous n'étiez pas bleu rouge ou bleu gris. Quoi qu'il y ait du bleu dans le pack, remarque. Donc aucun deck non bleu dans le top 16. Et les deux derniers decks, c'est un bleu rouge et un bleu gris. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, on arrive en plus avec un. Donc, c'est un tournoi qui avait lieu en France. Un tournoi où on a énormément de bons joueurs qui s'il y avait une autre façon de jouer, seraient allés chercher cette autre façon, seraient allés battre le metagame. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'était juste trop fort et écrasant. Je vous montre les autres tournois. Ça, c'était le plus criant. Mais là, il y a encore 3 bleus rouges sur le top 3. Des bleus rouges, des bleus gris. Celui-ci également, 3 bleus rouges sur le top 3. C'est criant de vérité, je veux dire, n'importe qui le verrait. Voilà, là quasiment tout le top 8, pareil encore avec du bleu. J'ai pas élargi au top 16 parce que il y a des tournois où il y avait encore énormément de bleu, gris, bleu, rouge et d'autres tournois où il y en avait très peu dans le top 16 parce que les bleus, gris, bleu, rouge sont allés vraiment très haut. Donc c'était un peu moins. Enfin, ça faisait une moyenne au final et du coup ça donnait des chiffres très proches. Donc je me suis contenté des top 8. Ah, là, un violet rouge, voilà, qui a fini premier. Il y en avait un petit peu moins dans ce top là. Je l'ai pris quand même hein, pour vous montrer, mais suivant quel tournoi je prenais, les stats étaient vraiment pas du tout les mêmes, quoi. Vraiment pas du tout les mêmes. Et notamment, on peut constater avec un petit outil sur InkDeck, on peut voir le metagame. Et là, le metagame du dernier mois, qui inclut du coup les decks bannis, c'est 22% de bleu-rouge, 15% de bleu-gris item, 11% de bleu-gris objet, et il y a une autre version de bleu-gris Oswald, 4%, donc en gros ça fait 30% de bleu-gris et 22% de bleu-rouge, donc 52% du metagame qui était des decks bleus, soit bleu-gris, soit bleu-rouge, c'est énorme, mais ça reste, on va dire, ça pourrait rester acceptable, sachant que ça c'est les decks dont on a les decklists en tournoi. Mais si vous prenez, enfin c'est acceptable, c'est déjà déconné, mais ça reste de l'ordre de ça peut, pourquoi pas. Si on prend la dernière semaine, là par contre on passe à 30% de bleu-rouge en top. Donc c'est un deck sur 3 grosso modo est un deck bleu-rouge en top. Et si on prend les decks qui gagnent ou qui sont en finale, là je peux pas avoir la stat, mais bah, vous l'avez vu avec ce que je vous ai montré, c'est déconné quoi. Bleu-gris qui est toujours aussi très présent, hein, je sais pas combien il est, le Oswald il est à 3%, ça fait 16%, ça fait 37%, donc il a encore pris des parts de marché, donc ça fait 67% du metagame sur la dernière semaine, qui est bleu-rouge ou bleu-gris. Donc heureusement que Ravensburger est intervenu,
mais il a plus touché le bleu-gris que le bleu-rouge, alors qu'on voit que le bleu-rouge était en train finalement, dans sa version classique, pas divisée avec les différentes versions de bleu-gris, bah, d'atteindre des sommets. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est du jamais vu dans l'Orcana, ces stats-là, c'est pas bon du tout. Je ne compte pas, peut-être que c'est arrivé, on va dire, au début du chapitre 1, mais en même temps, chapitre 1 avec une seule extension, 200 cartes, c'est un peu normal s'il y a des decks qui sont très représentés. Et je pense que c'était même pas ça. Mais passer ça, c'était vraiment, vraiment aberrant. Bleu-rouge était tier 0. Bleu-rouge était littéralement tier 0. Bleu-gris juste en dessous, comme je vous le disais. Mais le reste était bien en dessous. C'est ça le problème. Il n'y avait même plus vraiment de tier 1, entre guillemets. Ça passait direct au tier 2. Tellement les trucs, tellement les decks au sommet étaient violents. Je vais pas vous expliquer comment ça marchait, les match-ups, etc. C'est pas genre les cartes sont bannies, donc de toute façon ça va changer, c'est beaucoup moins pertinent. Je reviens sur mes petites decklists là. Est-ce que les bans vont être suffisants? Donc on va prendre le deck qui est le plus impacté, bleu-gris. Bleu-gris, hyper Flavorsham, hyper Fortisphère. Ça veut dire que maintenant, il va être beaucoup plus clunky, c'est-à-dire beaucoup moins régulier pour faire des sorties avec Beltourin, du coup avec les objets, puisqu'il perd sa Fortisphère. Il y a d'autres objets gris ou bleu, je crois. Gris, c'est sûr, bleu, je ne sais pas, qui peuvent être joués pour jouer quand même Beltourin, mais c'est des objets qui sont beaucoup moins bien, qui font pas piocher, qui se remplacent pas, qui sont même pas forcément ancrables, et je me rappelle plus exactement quel objet c'est, mais c'est pas du tout la même chose. Donc si on veut continuer à utiliser cette stratégie-là, on n'a plus la value de Flavorsham, mais on peut continuer à jouer Bell, MacDuck et Tamatoa, dans une certaine mesure, mais il a pris un coup vraiment vénère. Il a vraiment pris un très gros coup ce deck-là, ce qui signifie que, logiquement, il y a certaines versions qui vont disparaître. Peut-être que les bleus-gris aggro seront encore là, mais les bleus-gris objets vont plutôt passer à la main gauche, malheureusement. Ce qui va laisser de la place dans le metagame. Par contre, ce petit pair là, ce bleu-rouge, il perd que Flavorsham, qui est une excellente carte, attention, je dis pas que c'est pas bon. Mais est-ce que, genre rappelez-vous, même en tant que joueur, quand vous affrontez les bleus-rouges, est-ce que c'est Flavorsham qui vous battait? Est-ce que c'est Flavorsham qui était trop fort et qui vous écrasait? Ou est-ce qu'il y a des games où l'adversaire ne jouait même pas de Flavorsham et vous roulez dessus quand même? Et c'est là où je veux en venir, c'est que je pense que ce ban pour bleu-gris est très impactant, mais peut laisser survivre le deck à une certaine mesure, une certaine version, à voir à quel point il sera puissant dans le metagame, etc. Mais par contre, bleu-rouge, ça le descend d'un tier 0 à, je pense, selon moi, simplement un tier 1 à l'heure actuelle. Ce qui est bah c'est mieux du coup, c'est pas un tier 0, sauf qu'en fait, quitte à ban et à faire bouger les choses, fait vraiment bouger. Fait bouger les choses. En plus, il bannait déjà 2 cartes. Il pouvait pas en ban qu'une seule. Donc, pourquoi ne pas en ban une troisième? Ou ban autrement? Peut-être que laisser Flavorsham en bannissant autre chose, c'était peut-être un bon move. Genre, il y a des tours où tu fais Grand-mère Tala tour 4 et tu chantes avec elle How Far I'll Go plutôt que de faire ton Flavorsham. Et c'est ok. C'est ok parce que Flavorsham, il a que 8 items. Pour faire de la value. Donc si il se trouve que dans ta sortie, t'as pas trouvé un de tes items et surtout t'as pas envie de sacrifier ta coil, t'as plutôt envie de sacrifier Popcycle, ben en fait tu préfères passer par Grand-mère Talaf à Far I'll Go, donc ce rêve bleu. Bleu lumière, pardon. Donc pour moi c'est pas suffisant. Pour moi c'est pas suffisant et je vois très bien pourquoi ils bannent pas de carte du chapitre 7. Hein. Tamatoa n'est pas un problème du tout dans bleu-rouge, je pense. C'est une carte très puissante mais pas problématique. C'était beaucoup plus fort dans bleu-gris. Tu vas pas toucher des cartes du chapitre 7, surtout pas des légendaires, donc voilà. Mais tu vois, Belle, ça aurait pu être quelque chose qui prend son tir. Saphir Coil, ça aurait pu être quelque chose qui prend son tir aussi, parce que si tu bannes des Communion Code de certains decks, bah, c'est beaucoup moins frustrant. Déjà financièrement, c'est pas frustrant pour les gens. Et en plus, c'est des cartes quand même très importantes de ces decks-là. Saphir Coil, c'est une carte qui permet à la meilleure carte du deck, je vais pas dire la meilleure carte de l'Orcana, mais franchement, un peu, de faire des bêtises. Et c'est 6 sous. 6 sous à 8, c'est délirant. Ça n'a pas de défaut. Enfin, son défaut, c'est d'être non ancrable, on va dire, mais comme beaucoup de cartes, hein, c'est aberrant d'avoir une carte comme ça dans l'Orcana qui va gérer le board adverse et uniquement le board adverse, et de lui donner des outils comme Saphir Coil, qui va du coup pouvoir gérer énormément de cartes. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou comme carte. Et je comprends aussi qu'ils veulent pas ban de légendaire, parce que c'est un peu emblématique du jeu et tout. Mais dans ce cas-là, tu peux ban des choses comme la petite Sissou. Ça veut dire que la petite Sissou, qu'en plus avec Saphir Coil est vachement meilleure, hein, c'est une bête qui en gère une autre, et ben tu ne peux plus shifter.
Voilà, faut ban la petite, et celle à 3 aussi, le dragon. Parce que sinon, le problème reste plus ou moins le même. Mais du coup, si tu bannes ça, par exemple, bah, la grande Sissou, elle coûte forcément 8. Elle reste jouée et très puissante, mais il y a plein de fois, si vous vous prenez Sissou tour 6 ou tour 8, c'est pas la même. Et du coup, entre les deux, pour réagir plus tôt, tu peux jouer des biprep, mais les biprep, ça se fait attaquer par la discard, notamment par Ursula. Donc vous voyez, avec peu de changements, peu de choses comme ça débouche sur d'autres changements vachement plus impactants. Je vais pas parler, genre je fais cette vidéo vraiment un jour après l'annonce des bans. Je peux pas parler encore de ce qui va advenir, je peux que supposer. Mais selon moi, tant qu'il y a Sissou qui existe, ce deck-là, il a pas perdu grand-chose, quoi. En plus, avec Voguer sur la mer Azurite et Typo, vraiment, on a un deck qui fait tout le temps, au tour 3, quelque chose qui coûte 4. Donc, et après, qui peut même continuer de s'accélérer. Donc, c'est vraiment très puissant. Ouais, ça... Pour moi, ça repart en tier 1, mais ça reste tier 1 et très très bon. À voir la place que le tir qu'ils ont mis à bleu-gris va générer. Parce que peut-être que c'est ça le vrai bail. C'est d'avoir mis un tir à bleu-gris qui permet d'avoir d'autres decks qui reviennent, notamment les decks discard, qui vont bien attaquer bleu-rouge. Je crois pas, honnêtement, que bleu-rouge soit suffisamment bien attaqué par les decks, mais on verra. On verra, je veux pas être défaitiste. Il faut goûter avant de savoir si on aime ou pas, donc on va goûter la nouvelle méta et on verra ce que ça donne. Ce ban-là, même si, quand on creuse un peu, comme je vous dis, voilà, par exemple, le prédateur qui était bleu-gris pour d'autres decks, s'il recule, en plus que bleu-rouge a été un peu affaibli, d'autres prédateurs peuvent venir et ça marche bien, notamment avec de la value en moins. C'est plus dur de lutter contre discard quand vous avez même plus de moteur de pioche très efficace pour bleu-rouge, donc peut-être que c'est une bonne idée. Mais à première vue, et c'est l'avis de plusieurs personnes, il y a une lecture basique du format de la part de Ravensburger et une décision qui a peut-être été prise avant que bleu-rouge soit vraiment très puissant et qui voyait que bleu-gris était trop présent, trop fort. Et du coup, ils ont plus tiré sur bleu-gris par rapport à ça. Donc peut-être que c'est next level, hein, mais vu l'explication qu'il nous donne ici, je vous mets cet article en description si vous voulez aller le voir. Voilà. Manque un petit peu. Manque un petit bout de bleu-rouge, selon moi. À voir encore une fois ce qui va se passer. Pour les futurs mouvements, parce qu'ils le disent quand même dans l'article, il va peut-être y avoir encore des bails et tout, on ne sait pas. Je peux déjà vous dire la temporalité à laquelle ça pourrait intervenir. Il va y avoir les championnats de 7 qui arrivent début mai. Et ils ne vont pas, pendant les championnats de 7, intervenir. Ils ne l'ont pas dit, mais je peux vous le signer quasiment sûr. Ils vont attendre que les championnats de 7 se fassent, ça va leur permettre d'avoir beaucoup de data. Donc déjà, on a 3 semaines jusqu'au championnat de 7, puis les championnats de 7. Donc ça fait 1 mois et 3 semaines, parce que ça dure 1 mois, les championnats. Une fois qu'il y a eu ça, il va y avoir le règne de Jafar qui arrive mi-juin, je crois. Donc s'il arrive mi-juin, non, début juin même. S'il arrive début juin, on va pas bannir des cartes, ça se trouve avec la nouvelle extension, ça va renouveler le metagame, et tout ça ne sera plus que de l'histoire ancienne. Mais du coup, il faut que la nouvelle extension sorte, que les gens récupèrent les cartes, testent pour voir si le metagame évolue. Donc ça nous reporte à environ 1 mois après le règne de Jafar. Ça veut dire qu'il y a quasiment 3 mois qui arrivent là où il ne se passera rien normalement dans l'Orcana en termes de ban. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, hein, ça se trouve ce sera bien, mais il faut savoir que par rapport à la temporalité, sauf s'il y a vraiment un très gros problème, on va avoir 3 mois de... je vais pas dire de méta qui bouge pas, mais en tout cas de non-intervention de la part de Ravensburger, logiquement. Tout ce qui pourrait leur faire changer, c'est un gros problème. Genre le méta bouge pas d'1 centimètre, et du coup, il faut reban des trucs. Dans ce cas-là, je pense qu'ils prendront des décisions avant. Ou deuxième option qui pourrait les faire bouger, c'est les Worlds de l'Orcana qui devraient arriver. Donc c'est toujours pas communiqué, donc à mon avis ce sera pas au mois d'avril. Et je les vois pas trop faire ça au mois de mai pendant les 7 Championships, alors qu'il y a Jafar qui arrive juste après. Donc à mon avis, ce sera plutôt entre juin ou juillet, ou peut-être août ou plus tard. Mais ce sera pas en avril-mai là. Ce serait un peu trop tôt pour l'annoncer. Du coup, ça, si la méta effectivement bouge pas suffisamment et que leur spectacle, le clou de leur scène compétitive et de leur spectacle, qui est les Worlds, ont une méta sclérosée de bleu-rouge et peut-être de bleu-gris, en tout cas de bleu-rouge, et du coup, ils auraient envie d'impacter la méta avant. Donc ça, c'est ce qui pourrait les faire bouger avant les 3 mois, selon moi. Encore une fois, j'ai aucune information, ni sur quand c'est les Worlds, ni sur la vitesse à laquelle Ravensburger veut prendre une décision. Mais voilà, c'est ma supposition, donc attendez-vous plutôt à ça. Il y a beaucoup de gens qui parlaient d'errata aussi, j'en place une petite. Il faut savoir que les errata pour un jeu,
c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais, très néfaste pour un jeu, parce qu'il faut réimprimer la carte dans la bonne version. Et quand on prend Bucky par exemple, c'est pas un errata, c'est un ban. C'est juste que ils avaient besoin de garder un Bucky pour pouvoir alter dessus, mais en fait ils ont changé la carte complètement et elle est vraiment médiocre maintenant, et encore moins que médiocre, elle est vraiment pas très bonne. Donc au final, plus personne n'a joué Bucky depuis cet errata. Donc si tu fais un errata pour que la carte soit injouable mais qu'elle soit toujours légale, ça n'a pas d'intérêt et c'est confusant pour les joueurs. Quelqu'un qui s'achète du chapitre 2, je crois que c'était Bucky, ou chapitre 3, je ne sais plus, il ouvre ses Bucky, il se dit putain c'est pas mal, ça c'est pas joué, hop je vais monter un deck discard, blablabla. Il arrive, on lui dit ah non, elle fait pas ça ta carte. Et il dit en mode attends mais il y a écrit ça sur ma carte. Il dit bah non en fait, alors qu'année ils ont dit en fait elle fait plus ça, elle fait autre chose. Et il faut que tu regardes sur internet sinon tu sais pas. C'est très problématique. Alors qu'une carte ban, il peut aussi ne pas savoir qu'elle est ban. Mais pour le coup, on lui dit juste, en fait, elle est illégale dans le format. Et ça, souvent, tu te rapproches d'un format compétitif en regardant ce qui est légal dans ton format. Du coup, tu ne vas pas voir les cartes qui sont ban, alors que tu peux voir les cartes erratées. Mais si tu fais pas gaffe, tu vois pas que le texte a changé. Donc c'est pour ça que les bans, c'est bien meilleur, en général, que des errata. Parce qu'un errata de ouais, Flavorsham, finalement, il fait piocher qu'une carte au lieu de deux, ou alors il fait pas piocher quand il arrive en jeu. Effectivement, ça aurait pu résoudre un peu le problème tout en laissant la carte jouable, mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas vu. Et ça laisse la porte aussi, malheureusement, à quelques escrocs de jouer leur carte et de faire leur effet comme avant, en disant que. Enfin, en ne disant pas à l'adversaire qu'il y a un errata, et l'adversaire, s'il n'est pas au courant, bah, il se fait enfler. Voilà. On va pas prendre ça en compte, mais c'est aussi une option qui existe malheureusement, donc une raison de plus pour ne pas jouer. Enfin, pour bannir stricto sensu certaines cartes problématiques. Ça veut pas dire aussi, pour ceux qui connaissent pas les TCG, que ces cartes vont être bannes toute leur vie. Hein. Ça se trouve, à la sortie de Jafar, une fois que le méta stabilise ou un peu plus tard, on débannit ces cartes et on peut les rejouer, il n'y a pas de galère. Mais, bon, m'est avis qu'il faut attendre un petit peu avant de débannir ces cartes. Hein. Déjà, je pense que c'est pas suffisant, donc on va attendre, en tout cas pour Bleu-Rouge. On finira sur l'impact sur la méta. Bon, du coup, évidemment, les deux decks ont pris un coup, pas besoin de le redire. Selon moi, il y aura bleu-gris qui va reculer largement. En tout cas, il y a certaines versions qui seront encore jouables, certaines plus du tout. Donc, ça veut dire la part de bleu-gris de représentation qui sera beaucoup moindre, ce qui laisse la place à d'autres decks, comme Steelsong de revenir. Mais selon moi, Steelsong est toujours matraqué par bleu-rouge. Quand bien même il n'y a pas la value de Flavorsham, en fait, ce qui est fort de contre bleu-rouge, c'est de tenter, enfin ce qui était fort à l'époque, c'est de tenter de faire vite un rêve bleu, ou alors de se refill la main pour justement essayer d'aller chercher du lore en étant aggro. Du coup, Flavorsham, bah, s'il ne joue pas l'adversaire, il va quand même se prendre des rêves bleus et se refill la main, potentiellement. Et ce qui était très embêtant, c'était Sisu. Sisu qui gère tout le board grâce à Sapphire Coil, et même sans Sapphire Coil, des fois ça gérait tout le board. C'est vraiment problématique. Donc vu qu'il y a toujours ça dans le deck, et les sharks qui sont aussi hyper relous, les petites Sisu qui peuvent gérer des personnages, des petits chanteurs, je vois pas la différence que ça fera. Juste qu'il n'y a plus bleu-gris, mais il y a toujours bleu-rouge, donc je ne vois pas s'ils sont de revenir et être le tier 1. Je me trompe peut-être, hein, mais je ne le vois pas revenir suffisamment sur le devant de la scène, mais revenir, ça c'est sûr. Pourquoi il reviendrait aussi? Parce que c'est un assez bon match-up, je trouve en tout cas, contre les decks discard. Et les decks discard, s'il n'y a plus trop de bleu-gris, mais qu'il y a toujours du bleu-rouge qui fait moins de value, ils vont se régaler. À base Diablo et à base Ursula. Surtout Diablo, hein, Ursula là, ne fait pas discard grand-chose d'impactant au bleu-rouge. Et justement, c'est là où Sisu aurait été intéressant d'être ban, parce que si vous enlevez Sisu, vous devez jouer des biprep, et du coup les biprep peuvent se faire discard. Et du coup, on peut lutter contre, ça fait plaisir. Donc ouais, les decks vert-violet, vert-gris, notamment vert-violet était très populaire récemment, et c'était un peu les seuls decks qui pouvaient tenir tête au deck bleu-rouge dans leur forme pré-ban. Donc post-ban, je pense que ce sera du coup encore meilleur. Et les decks aggro peuvent aussi revenir, puisque les decks bleu-gris étaient de très gros prédateurs des decks aggro, ça n'existait plus aggro, interdit. Donc ils peuvent revenir. Et il y a des versions Steelsong plutôt aggro aussi, donc ça peut être peut-être l'entre-deux qui marchait aussi un petit peu, notamment la version d'Itsu, brillante version, qui marchait bien. Voilà, aucune certitude, que des suppositions. S'il y a plus trop de prédateurs aggro, ils peuvent revenir un petit peu faire la course contre bleu-rouge, pourquoi pas. Du coup, Steelsong peut revenir, même s'il se fait taper par bleu-rouge, ça tape bien les decks aggro, c'est cool. On revient à un metagame un peu précédent, mais bon, c'est mieux que le metagame qu'on avait là. La renaissance de violet-rouge, peut-être? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, je comprends pas ce deck. Ce deck, je comprends, mais je comprends pas. De toute façon, l'Orcana, c'est un jeu où des fonds gagnent, des fonds perdent, et à la fin, c'est violet-rouge qui gagne. Là, en ce moment, c'était pas le cas du tout. Il avait disparu, le deck, mais peut-être qu'avec Sevan, il va revenir et re-être sur le devant de la scène, et ce serait franchement pas déconné. On aimerait bien des nouveaux decks, hein, mais ce serait pas déconné. Et enfin, je terminerai sur un nouvel espoir. Un nouvel espoir avec le chapitre 6 qui a très peu brillé, et le chapitre 7 qui a malheureusement brillé par la suprématie des decks bleus. Du coup, bon, le chapitre 6 qui a brillé avec Mère Azurite, hein, pour le coup. Du coup, si on bannit Flavorsham, donc qui était légal à l'époque au chapitre 6, et Fortisphère qui a rendu un nouveau deck au chapitre 7 très puissant, peut-être que des cartes du chapitre 6 et 7, voire même antérieures, mais je prends les 2 derniers chapitres qui ont peu brillé, vont se révéler et créer des nouvelles stratégies puissantes qui étaient un peu interdites par l'engrenage de méta et vont se révéler. Je ne vais pas vous faire rêver, je pense pas que ce soit le cas, très honnêtement, mais peut-être. Peut-être que des decks ou des stratégies tier 2, tier 3 passent peut-être tier 1.5 et ce serait super. Ce serait déjà super. Donc, à voir. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On vous fera un point avec Val, peut-être moi, je ne sais pas. Peut-être avec des invités d'ailleurs, pour vous parler de ce qui pouvait, de ce qui va bouger dans le metagame avec les premiers résultats de tournoi. Pour l'heure, déjà, on est content que Ravensburger ait pris les devants et agi assez tôt finalement, seulement un mois après la sortie de l'extension, c'est quand même cool. Il y a eu énormément de tournois en un mois, mais un mois c'est court pour prendre une décision de la sorte. Je connais pas mal les autres TCG, donc je vous le dis, c'est très bien. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle vous aura peut-être mis en perspective certaines choses sur le metagame passé et futur. Et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.